début 2020, on annonce un début de pandémie. On ne parle pas encore de pandémie à ce moment-là, on est encore très prudent. Beaucoup de personnes s'expriment encore pour dire ce ne sera rien d'autre qu'une grosse grippe, tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, etc. Quel a été votre ressenti, en fait, à tous les deux, en termes de prise de connaissance de cette pandémie? Est-ce que vous avez directement pensé qu'il s'agissait de quelque chose de plus grave? Vous vous êtes dit, on va se mettre en ordre de bataille ou pas? Peut-être Madame Médard, pour commencer? Oui. Est-ce que tout le monde sait qui je suis et combien d'enfants sont chez nous? Vous avez un peu présenté le cadre? On va présenter ça Oui, de toute ok, façon d'accord. dans le texte écrit, hein, ça Voilà, de toute manière. parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'occupe de la toute petite enfance, de bébés, et donc c'est vrai que très vite, quand on a entendu ces informations, on les a prises vraiment très, très au sérieux, et on a mis en place directement des conditions assez strictes. Donc oui, je pense qu'il y a eu très vite une prise de conscience que c'était du sérieux et qu'il fallait suivre les balises fournies par le médical, par le pédiatre, par l'ONE, par le gouvernement. Donc très vite, on a été en phase avec toutes ces conditions qu'on a souhaité mettre en place très rapidement. D'accord. Ça, c'était… D'accord. Et vous, Monsieur Médard, pardon, Monsieur Ska, excusez-moi. Comment ça s'est-il passé pour vous? C'était aussi quelque chose que vous avez envisagé, ou bien vous étiez plus dans l'expectative? Au début de l'année 2020, je pense que le gouvernement se voulait quand même rassurant et expliquer, comme vous avez expliqué juste auparavant, que c'était une grosse grippe. On était préparé, logiquement, le gouvernement était préparé par rapport à ça. Donc, on ne s'est pas trop inquiété, même quand l'Italie a été touchée de plein fouet dans un premier temps. Moi, j'avais du mal à m'imaginer que le système de santé de la Belgique allait aussi être en difficulté, en tout cas aussi fort qu'en Italie. Et puis, début mars, c'est vrai que quand les premiers cas sont arrivés en Belgique, très vite, on a voulu anticiper les choses. Et on a très vite compris que le gouvernement était un petit peu, la gestion était un peu chaotique quand on a parlé de manque de matériel et tout ça. Là, on a pu prendre nos précautions et on a anticipé quand même pas mal de choses au sein de l'institution. D'accord. Et alors, au moment où vous vous êtes rendu compte que les choses ont commencé à s'aggraver, Monsieur Ska, comment avez-vous fait pour mobiliser vos équipes et comment ont-elles réagi par rapport à cette pandémie? La plus grosse crainte au début, c'était le manque de matériel, parce que la pandémie ne touchait pas vraiment notre région. Très peu de cas dans la région. Personne ne connaissait, autant à la deuxième vague, très vite on a entendu à gauche, à droite des voisins, des amis qui étaient positifs au Covid, que lors de la première vague, on a eu la chance de ne pas être impacté directement. Mais notre crainte, c'était plutôt par rapport je vais dire, au matériel. Donc très vite, on a voulu rassurer le personnel par rapport à cela en utilisant parfois des systèmes D. Donc on a cherché des masques en tissu un peu à gauche, à droite, pour compenser le fait qu'on n'aurait pas assez de masques FFP2 ou des masques chirurgicaux. Et donc, en mettant des directives particulières, le port des visières, le port du masque tissu très rapidement, bien avant que, je vais dire, on ait ces directives-là de la FIC. On a mis ça en place au sein de l'institution. On a, je vais dire, mis des balises et sécurisé un petit peu un maximum. Je pense que le personnel a été rassuré assez rapidement. Puis on a essayé de communiquer beaucoup avec le personnel, comme avec les résidents d'ailleurs, et les familles. Mais les familles, c'était un petit peu plus compliqué pour la communication. Mais on a essayé de rassurer
des notes de service, mais ce n'était pas suffisant d'expliquer parce que les directives venaient à un certain moment pratiquement tous les jours. On avait de nouvelles directives de la vie, tous les jours on devait mettre de nouvelles choses en place. Parfois c'était assez contradictoire, donc il a fallu rencontrer le personnel régulièrement pour leur expliquer pourquoi les changements, pourquoi telle chose mise en place dans l'institution. Mais c'était vraiment la communication. En tout cas, en tant que responsable, on a surtout basé tout au niveau de la communication, donc transparence avec le personnel et avec les résidents. Et je pense que ça a aidé pour rassurer en tout cas notre population. D'accord. Madame Médard, ce sont des constats que vous partagez ou à quelques nuances près ou comment ça s'est Oui, passé chez vous? je les partage. Ça a été, c'est vrai, durant la première vague, un gros travail de réorganisation à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on l'a moins senti lors de la première vague. On s'est fortement protégé, mais on n'a pas été impacté directement, tandis que de fait, à la deuxième vague, là, ça a été quasiment 25% du personnel avéré atteint. Et donc, comme je disais, lors de la première vague, on a vraiment pris des décisions aussi qui étaient quotidiennes. Et je rejoins M. Ska, la communication a été quelque chose de primordial à mettre en place avec beaucoup de transparence. Alors, on a créé par exemple une page Facebook pour le personnel, pour les informer au jour le jour des consignes. On s'est protégé énormément. On a fermé les portes. Ça, c'était les consignes. Donc, le moins de personnes à l'intérieur de l'institution. Et donc, la décision la plus dure, naturellement, a été d'interdire les visites des parents. Mais également, les thérapeutes ne sont plus rentrés dans la maison, les kinés, même le pédiatre ne venait plus enfermé sur nous et on a réorganisé l'intérieur de l'institution puisqu'on est quand même 80 personnes à travailler, pas de télétravail possible et donc toutes les personnes étaient sur le pont. Très vite, on a dû faire face à 6 écartements pour des travailleurs à risque, mais à partir de ce moment-là, un taux d'absentéisme vraiment très faible au niveau de la première vague et une mobilisation rarement observée. Franchement, je ne sais pas comment elles ont fait parce qu'il y avait des craintes énormes. Il faut vous dire que les enfants ont été très malades au mois de mars, qui est une période où les enfants en général sont malades, mais on ne savait pas de quoi ils souffraient. C'était peut-être ça ou c'était autre chose, puisque nous n'avions pas accès aux masques, nous n'avions pas accès aux vaccins, nous n'avions pas accès aux tests, et donc elles prenaient soin d'enfants malades sans savoir et sans protection. Et donc on a mis quand même... Nous aussi, on a fabriqué des masques, la désinfection, on a augmenté les équipes de femmes d'ouvrage, on a refermé les équipes, c'est-à-dire qu'on a recréé des toutes petites équipes pour qu'elles se croisent le moins possible. On a travaillé sur les horaires puisque les enfants qui devaient aller à l'école n'allaient plus à l'école, ils étaient tous à l'intérieur, donc il a fallu modifier les horaires. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur cette réorganisation du temps de travail et des équipes. Donc c'était vraiment un gros travail et un travail qui perdure. Donc tout ce qu'on a mis en place durant la première vague est toujours d'actualité à ce jour. On n'a quasiment rien changé. Oui, donc gros travail. Oui. Monsieur Ska, quand vous entendez Madame Médard parler de la mobilisation du personnel, c'est quelque chose, je suppose, que vous avez également noté chez vous, au sein de votre institution? Oui, tout à fait. On a dû réinventer un petit peu notre travail, en tout cas certains services, parce qu'on a dû prioriser certains aspects par rapport à d'autres. Vu l'absence de visite pendant un certain moment dans l'institution, les absences des familles, c'était quand même quelque chose qui nous préoccupait par rapport je veux dire, à nos résidents, qui souffraient beaucoup de cette absence. Surtout la première vague, parce que la première vague, ils ne comprenaient pas le pourquoi, alors qu'il n'y avait pas de cas, je vais dire, que ce soit dans l'institution ou même, comme je l'ai dit précédemment, autour de l'institution.
Et donc, parfois, les familles comme les résidents pensaient et trouvaient que nos directives qu'on avait mis en place étaient un petit peu trop importantes. Donc, il fallait compenser aussi cet aspect-là. Et donc, en expliquant via Facebook notamment, c'était une manière aussi de communiquer aux familles, mais de mettre des choses en place pour les résidents. Et donc, à un certain moment, même à l'intérieur de l'institution, on a dû fermer le restaurant, on a dû les restreindre leur déplacement dans l'institution, parfois par couloir, et même à certains moments, ils étaient confinés dans leur chambre. Et donc, c'était très difficile. Donc, on a dû revoir un petit peu tout ce qui était notre service d'animation, qui a dû être épaulé, je veux dire, par d'autres services qui n'étaient pas habitués de faire ça, comme les kinés et autres, pour avoir un accompagnement du résident et être attentif, je vais dire, à cela. C'est vrai que beaucoup de services ont dû réinventer leur métier pendant un certain moment et être vraiment faire quelque chose qui n'était pas habitué, quoi. Donc c'était quelque chose de primordial et les équipes ont très vite suivi par rapport à ça. Elles ont très vite compris que c'était notre priorité et donc au détriment d'autres activités qui étaient habituellement organisées au sein de l'institution. Après, pour le reste, je pense que quand la deuxième vague est arrivée et qu'on a été touché, là, puisqu'on a eu quand même trentaine de membres du personnel positifs et des résidents également, là, ça a changé, je vais dire, le regard extérieur des familles comme nos résidents qui ont commencé vraiment à être en panique et ont peur, comprenaient davantage le confinement que l'on avait mis en place et les directives. Et donc là c'était, je vais dire, beaucoup mieux compris, mais dans un premier temps, c'était compliqué lors de la première. D'accord. Et en termes d'implication du personnel, je veux dire, on peut aussi parler de grande implication de celui-ci chez vous? Oui, le personnel a été, on n'a eu pratiquement aucun absent lors de la première vague parce que, je veux dire, même des petits certificats et autres que l'on a habituellement, on ne les voyait pas, tout le monde était bien présent. On a fait appel, on a fait évidemment beaucoup d'heures supplémentaires, chaque membre du personnel était présent et nous les responsables, on était 7 jours sur 7 sur le terrain pour montrer une aide, un appui, je vais dire, par rapport à eux et pour essayer de les rassurer. Donc ça, c'était quand même une année assez difficile à ce niveau-là parce qu'on a dû vraiment être toujours présent pour montrer qu'on ne les abandonnait pas. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression, en tout cas nous, à un certain moment, d'être abandonnés par les politiques. Parce que, voilà, je prends l'exemple entre la première vague, l'analyse de la première vague a été faite et les médias ont très vite expliqué que les maisons de repos avaient été un peu oubliées. Et lors de la deuxième vague, on s'est préparé, on se dit, bon, voilà, je vais dire, là, on ne sera plus oublié. Et pourtant, ça a été la même chose. On a très peu eu de contact et très peu d'aide par rapport à l'extérieur. Mais le personnel a toujours été très solidaire. Et nous n'avons, je veux dire, cette crise a montré aussi que c'est on a dû centraliser notre travail sur un point bien précis qui était le résident et être solidaire entre les services. Et c'était très positif à ce niveau-là, très enrichissant à ce niveau-là. D'accord. Madame Médard, cet abandon du politique, c'est quelque chose que vous avez ressenti également? Oui. Globalement, nous l'avons ressenti, en tout cas dans un premier temps. On a beaucoup travaillé et pris des décisions de façon interne sur notre propre réflexion. Nous n'avions vraiment
que très peu d'échanges avec notre pouvoir subsidiant qui est l'ONE. Il a fallu attendre longtemps avant d'avoir des consignes claires venant de leur part. Et nous les avions déjà anticipées. Parfois, j'avais même l'impression que je donnais des pistes pour qu'ils puissent aussi se positionner quant à l'organisation de notre institution. Très peu aussi de signaux de notre ministre, à l'inverse de celle qui s'occupe de l'aide à la jeunesse, où on recevait à la limite plus de messages d'encouragement de la ministre de l'aide à la jeunesse que de l'ONE, enfin, soit. Donc oui, on sait quand même, il y avait quand même un sentiment d'abandon au départ, mais compensé aussi par une très, très grande solidarité en périphérie. Moi, je les ai appelés les petits bonheurs, quoi, et vraiment des marques de soutien venant tout d'abord de notre conseil d'administration avec voilà, un engagement et un soutien quotidien. Votre fédération aussi, on recevait clairement des informations importantes pour qu'on puisse fonctionner. Alors, des petits bonheurs aussi, des dons de la Fondation Roi-Baudouin d'une famille qui souhaitait offrir des jeux aux enfants, puisque qui dit confinement dit 64 enfants à l'intérieur des groupes, parfois des groupes où quand il y avait un enfant malade, on ne savait pas s'il était atteint ou pas, mais ça voulait dire confinement, donc 15 jours où ce groupe de 8 enfants ne pouvait pas sortir ni jouer dehors, donc il fallait les occuper. Donc là, on a eu un don pour justement s'équiper de jeux plus ciblés. Ah, nous avons eu aussi, ça c'était comique, les plantes de chez Ikea. Donc ils ont fermé leur magasin, et ils ont distribué des plantes et chaque membre du personnel a reçu une plante. Je vous assure qu'on en a pleuré. Donc c'est vraiment des petites choses qui ont fait qu'on a pu tenir. Les collègues extérieurs également prenaient de nos nouvelles. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de soutien. Et par rapport aux familles, donc aux parents des petits, franchement, une très grande compréhension aussi du fait qu'ils ne pouvaient, même si ça a été dur de prendre cette décision, une compréhension d'emblée que c'était important dans l'intérêt de leur enfant. Nous pensions que ça allait durer seulement 3-4 semaines, et puis c'est avéré qu'on a dû maintenir ça pendant plus de 2 mois. Et ce qui a été peut-être aussi difficile, c'est, on parle des 2 confinements, enfin des 2 vagues, mais c'est l'entre-deux qui a été aussi quelque chose de très particulier à piloter, parce qu'il fallait réouvrir. Mais à quel rythme? Comment? C'était des questions quotidiennes. Je vous assure, il fallait s'ajuster, se positionner, répondre aux questions qui étaient parfois anodines. Est-ce qu'on peut mettre les piscines sur la terrasse? Est-ce qu'on peut… Enfin, des petites choses qui font qu'il fallait toujours réfléchir à ce qu'on disait, toujours s'en référer aux consignes et à cette foutue crise sanitaire. Mais voilà, on y est arrivé et on travaille toujours dans ce sens-là. Toujours, moi, ce qui m'a en tout cas fait avancer, c'est toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants se sentent au mieux, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils restent en contact avec leur famille, quels mots mettre pour qu'il y ait une bonne compréhension. Donc, un travail au niveau du personnel, un soutien au niveau du personnel et un soutien au niveau des petits que nous hébergeons. Donc, ça a été un travail, comme dit M. Ska, en tout cas en tant que direction, c'est un vrai pilote qu'il fallait dans cette histoire, et un pilote qui ne pouvait pas lâcher la barre. Et donc, sur le pont, tous les jours, presque 24 heures sur 24, s'il y avait un problème le soir ou une question des veilleuses de nuit, on était en devoir de leur répondre. Mais en même temps, je dois souligner aussi que la force d'une équipe est quelque chose d'hyper important. Moi, j'ai été entourée par une équipe qui m'a vraiment aidée à me positionner, à m'ajuster, parce que seul, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que cette crise a aussi renforcé la solidarité interne et externe. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, parfaitement. Oui. Je vais de rapidement prendre note. D'accord.
Monsieur Ska, Madame Médard parlait à l'instant des soucis de l'entre-deux vague. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu également? Ça s'est passé comment chez vous? Oui, on a eu aussi, c'est vrai, euh, parce que comme Madame Médard l'a expliqué, c'est vrai qu'on a souvent anticipé les directives que l'on recevait. Et lorsque le premier déconfinement a eu lieu après la première vague, le premier déconfinement progressif, c'est vrai que notre personnel était assez stressé par rapport à ce déconfinement de l'institution. Oui. Réouvrir les portes, c'était un risque pour eux. Ils comprenaient la nécessité pour nos résidents d'avoir des visites, d'accueillir leurs familles, mais il fallait rassurer aussi le personnel. C'était très dur à un certain moment parce que je me souviens lors d'un conseil national où je pense que c'était fin de semaine où ils ont annoncé que les visites allaient commencer le lundi. Alors qu'on n'était même pas au courant, c'est lors du journal télévisé que tout le monde l'a appris. C'était un peu la panique. J'étais chez moi, j'ai eu des coups de téléphone de tous mes responsables pour ainsi dire que fait-on, que fait-on. Les familles vont téléphoner pour prendre rendez-vous. Et en effet, le week-end, les familles téléphonaient pour prendre rendez-vous. C'était un peu, je veux dire, la désorganisation du gouvernement a parfois été encore plus difficile à gérer que les consignes et les déconfinements que l'on voulait mettre en place progressivement chez nous. Maintenant, de nouveau, par le dialogue, la communication, on les a inclus aussi dans nos réflexions par rapport à ça, à ce déconfinement progressif. On a toujours été peut-être un peu plus loin par rapport au confinement. Lors du déconfinement, on n'a pas accepté n'importe quoi. Les visites en chambre, pour nous, c'était pas possible de les organiser. Mais alors que, bon, c'est évidemment, quand vous avez le gouvernement qui annonce ça, qui dit que c'est mieux de faire des visites en chambre, mais que sur le terrain, pour nous, c'était très compliqué de faire venir, de faire entrer des personnes et de les faire se balader dans les couloirs, prendre les ascenseurs, etc., etc. La sécurité, c'était pas possible de l'avoir. Donc, mais les familles alors ne comprenaient pas pourquoi on ne suivait pas les directives des autorités. Enfin, quand je dis les familles, certaines familles. Hein, je pense que la majorité des familles étaient très rassurées aussi par rapport à ce qu'on mettait en place au sein de l'institution. Et comme Madame Bédard l'a expliqué, on a eu beaucoup de retours positifs aussi par rapport à ça et d'encouragement et de soutien. Donc, mais c'est vrai que pour certaines, c'était compliqué. Et pour les résidents aussi, qui ne comprenaient pas toujours le pourquoi ils avaient besoin de voir leurs petits-enfants et leurs enfants, et c'était assez compliqué. Mais d'un autre côté, on avait besoin de rassurer le personnel qui, eux, souhaitaient mettre un gros frein à main par rapport à ce déconfinement. Maintenant, nous, enfin, je veux dire, l'entre-deux vagues s'est passé quand même pendant une belle période ensoleillée, généralement. Je pense que ça a commencé fin avril, début mai. Et on a eu l'occasion d'avoir du beau soleil et de pouvoir organiser des activités à l'extérieur. On a un beau parc au sein de l'institution. Et donc, pour le personnel comme les résidents, on a fait beaucoup de sorties dans le parc. Et c'était quelque chose, je pense, primordial pour les résidents. D'accord. Sinon, vous avez aussi enregistré des marques de solidarité externes, Oui. comme Oui, les, tout à fait, tout à fait. les appelait Madame Médard. On a eu pas mal de chocolat, pralines et autres, des familles. Et le personnel a été souvent, je vais dire, très gâté à cette période-là. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir ce soutien-là. On a eu la commune aussi qui était présente et qui nous a aidés à ce niveau-là en nous remerciant, en faisant passer petit, un petit camion avec lisant des messages pour le personnel, des messages enregistrés auparavant par les familles, pour le personnel et pour les résidents.
toutes ces marques de soutien ont fait beaucoup de bien et c'était, je veux dire, chaleureux et dans les moments difficiles de stress et autres, des moments qui ont fait vraiment, qui nous ont permis de maintenir une certaine ambiance positive au sein de l'institution aussi. D'accord. Maintenant, si on en revient un peu vraiment à la période de crise lors de la première vague et ici au cours de la deuxième, puisqu'on voit que vous avez été touchés à des moments divers tous les deux, quelles seraient, je dirais, les principales difficultés? Vous les avez déjà un peu abordées, mais je voudrais bien revenir là-dessus. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant ces mois de crise? Peut-être Madame Médard pour commencer. Oui. Ben, tout d'abord sur le plan pratique, hein, donc c'est vrai que travailler au début sans masque, par exemple, était quelque chose de difficile, mais on n'en avait pas encore conscience. Par contre, maintenant, travailler avec le masque obligatoire tout le temps est aussi une très grande difficulté au quotidien. Et qui peut aussi, on prend conscience que ça peut aussi avoir des séquelles sur les tout petits bébés, par exemple. Quand une puéricultrice prend soin d'un bébé et que le bébé ne voit pas les lèvres, ça peut provoquer des retards chez l'enfant. Donc, on doit être aussi vigilant, voir un peu jusqu'où est-ce qu'on va, est-ce qu'il pourrait peut-être y avoir à certains moments on bouge le masque, mais comment, à quel moment, enfin voilà, ce sont toutes des questions qu'on se pose parce qu'on sait que travailler avec un masque tout le temps, pour les enfants, ce n'est pas l'idéal. Alors, prendre soin des enfants qui sont malades sans savoir est aussi une très grande difficulté. Toutes les incertitudes, le manque de réponse à certains problèmes est une difficulté aussi pour le pilotage d'une institution comme celle-là. La gestion du personnel aussi, demander au personnel de parfois en faire un peu plus. Quand il y a une collègue malade, on est un peu à la limite parfois des règles de la législation du travail. Donc ça aussi, c'est compliqué. La prise en charge aussi d'enfants qui sont confinés, c'est-à-dire qui n'ont plus vraiment de vie sociale, qui vont plus à l'école, il faut les occuper, il faut les rassurer. Tout ça, ce sont des difficultés complémentaires à la gestion de 64 enfants. Qu'est-ce que je peux encore dire comme difficulté? Se réinventer pour plein de choses. Par exemple, on avait tout un programme de formation en 2020, formations qui n'ont pas pu être mises en place. Nous avions les élections sociales qu'il a fallu gérer autrement. Bêtement, la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui entrait dans tous les groupes, c'était pas possible. Il a fallu se réinventer. On a quand même fait une très belle fête qui a super bien marché, mais n'empêche que c'est tout le temps penser, créer, se remettre en question, s'ajuster. C'est un travail quotidien. Alors, c'est une difficulté en soi, mais c'est aussi quelque chose qui nous ouvre à des fonctionnements différents, à une ouverture d'esprit. Ce n'est pas anodin parce que franchement, il y a pu y avoir des choses intéressantes qui sortent de cette crise. Donc, de difficultés, on en est arrivé peut-être à des fonctionnements un peu plus judicieux pour les enfants. Donc, voilà. En gros, j'aurais peut-être encore d'autres choses à dire, il faut que je consulte. Vous parleriez carrément d'opportunités? Ah, peut-être bien. En tout cas, pour un fonctionnement. Je vous l'explique. En fait, nous avions 4 grosses équipes et pour que les personnes, les adultes se croisent moins, nous avons créé 8 équipes. Et donc, une équipe est composée alors de 5 personnes et c'est toujours les 5 mêmes personnes qui s'occupent d'un petit nombre d'enfants. Donc, un nombre restreint d'adultes s'occupe d'un nombre restreint d'enfants. Ça rejoint tout à fait notre pédagogie et c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment su mettre en place précédemment parce que ça nécessitait des changements d'horaire, ça nécessitait la création d'équipes stables
Et cette crise a permis de mettre en place ces 8 petites équipes tout à fait indépendantes qui se remplacent l'une l'autre avec de plus en plus de solidarité. Et donc, les enfants, au lieu d'être pris en charge par une dizaine de visages, sont pris en charge par 5 personnes. Et donc, on augmente le côté privilégié de la relation. La prise en charge est beaucoup plus individualisée. Il y a plus de cohérence. Donc, oui, là, je parle d'une véritable opportunité. Maintenant, voilà, il faut que ça tienne sur la longueur, parce que qui dit petite équipe dit aussi, peut-être à un moment donné, être beaucoup plus mobile au niveau des horaires, pouvoir remplacer une collègue malade. Donc, on fonctionne à 5 plutôt qu'à 10. Donc, voilà. Donc, oui, là, c'est une réelle opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est aussi l'accueil des parents. Donc, durant le déconfinement, on a dû mettre en place tout un protocole assez rigide, avec le port du masque, le port du tablier, la désinfection des espaces où les parents avaient visite, et aussi, pour éviter la désinfection des jeux, on a imaginé des boîtes à jeux personnelles. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a envie de garder. Donc, quand les parents viennent en visite, ils ont, plutôt que d'avoir plein de jeux autour d'eux, ils ont la boîte personnelle donc qu'ils retrouvent à chaque visite. Alors, ça vous paraît peut-être anodin, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant qu'on peut… C'est un outil de travail, en fait. Donc, voilà, je relève de choses qui se sont mises en place et qui sont, j'espère en tout cas, qui vont perdurer dans le temps. D'accord, merci. Monsieur Ska, vous avez des choses à pointer du doigt aussi dans ce même ordre d'idées, tant au niveau des difficultés rencontrées qu'au niveau des opportunités que cette crise a pu révéler? Nous, les grosses difficultés, c'est comme Madame Médard, donc en premier temps, c'est le manque de matériel, c'est clair. Et donc on essayait évidemment par tous les moyens d'avoir du matériel en suffisance pour, au cas où, pouvoir répondre à la demande du personnel et rassurer le personnel aussi. Lors de la deuxième vague, quand on a été touché, évidemment, c'était le manque de personnel. Là, c'était quand même un peu difficile à un certain moment. C'est vrai qu'on a été obligé de faire des choses qui ne rentrent pas dans nos fonctions et pour lesquelles normalement on ne pourrait pas faire non plus, des actes pas d'infirmiers, mais des actes d'aide-soignante, notamment certaines personnes n'ayant pas de formation d'aide-soignante ont dû intervenir et aider et venir en aide à ce niveau-là. Je pense que les grosses difficultés aussi, ce qui est en tout cas maintenant qu'on a l'occasion de tester des semaines par le test salivaire, c'est vrai que nous aurions pu bénéficier de tests plus tôt, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus positif et rassurant aussi, parce que chaque semaine, on se demandait quand il y avait un malade parmi les résidents ou parmi le personnel, si il ne s'agissait pas du Covid et si quelle personne avait été en contact. Donc c'était très compliqué d'être rassuré et ce stress constant, je veux dire, c'était assez compliqué. Et puis une autre difficulté, c'était aussi à la fermeture des écoles par rapport au personnel. Lorsqu'on a décidé de fermer les écoles, c'est vrai que le système de garderie, beaucoup de mamans avaient très peur un petit peu par rapport au système de garderie. C'est vrai que le gouvernement a très vite parlé qu'il y aurait des garderies pour le personnel soignant, mais il fallait le mettre en place avec la commune. Je veux dire que si on ne s'était pas mis en contact la commune et l'institution, je veux dire, le gouvernement, à part l'avoir annoncé dans les journaux, on n'avait pas beaucoup de retours par rapport à ça. Comme l'a dit Madame Médard, c'est vraiment se réinventer tout le temps, continuellement les choses. On vient de passer les fêtes de fin d'année, c'était quand même des fêtes de fin d'année très particulières au sein de l'institution. Donc voilà, je pense que c'était assez difficile et tous nos projets, parce qu'on vit de projets, je pense, et on aime évoluer sur des marques de qualité que l'on met en place dans l'institution. Tout ça a dû être mis de côté.
Et c'est aussi pour le personnel comme pour nous, c'est difficile parce que c'est ce qui nous permet quelque part d'avancer, d'aller vers quelque chose de mieux. Et c'était que reporter, évidemment. Maintenant, on commence tout doucement redévelopper nos activités presque normalement, mis à part cette visite, mais dans l'institution, on retravaille normalement. C'est un bien fou, je vais dire, pour tout le monde de refaire de la qualité. Comme on voulait le faire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a dû tellement prioriser que on faisait, avec les moyens du bord, on faisait de la qualité qui n'était pas aussi bonne que celle qu'on voulait vraiment mettre en place. D'accord. Merci bien. Et au niveau peut-être oui, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Oui, je voulais juste rebondir aussi. Donc, comme deux grandes difficultés, c'est de fait, on travaille donc avec 80 personnes, uniquement des femmes. Et donc, ce problème de garde d'enfants a été vraiment un réel problème. Et nous avons, alors pour organiser à l'intérieur de notre institution une garderie pour les mamans qui étaient en difficulté avec leurs petits. Donc ça a été aussi comme une forme de reconnaissance de leurs difficultés et quelque chose qu'on a pris en charge pour qu'elles puissent venir travailler. Et alors, lors de la deuxième vague, la grosse difficulté, ça a été ces certificats médicaux qui sont tombés en 15 jours, 3 semaines de temps. Là, j'ai paniqué. Hein. Je dois bien vous dire que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Si ça continue, ça a d'abord été les certificats de quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ces certificats de quarantaine? Est-ce que comment vont-elles être payées, quel statut, combien de temps ça va durer, il fallait parfois attendre 10 jours avant d'avoir le résultat du test. Alors, ces certificats de quarantaine, donc pour certaines qui n'étaient pas malades, et puis arrivent alors les certificats médicaux des cas avérés. En 4 semaines, ça a été dramatique. Hein. Donc, il a vraiment fallu très rapidement se dire qu'est-ce qu'on fait, et donc de façon assez urgente, nous avons engagé 5 personnes. Mais ce n'est pas une mince affaire d'engager 5 personnes, il faut une sélection. Il faut demander à ces personnes d'être polyvalentes très rapidement, de pouvoir travailler très rapidement, alors que ce n'est pas notre façon de faire. Quand on accueille un nouveau travailleur, il est d'abord formé, il va travailler en doublure, on essaye de faire au maximum dans la sécurité. Et là, on a un peu travaillé sans filet. Hein, sans filet. Donc, ça franchement, interdire les visites des parents et cette période-là ont vraiment été les 2 périodes les plus compliquées. Je rejoins Madame Bédard. C'est vrai que l'engagement de personnel, de nouveaux membres de personnel pendant cette période, c'est quand même très, très compliqué parce que d'habitude, on prend le temps de faire des entretiens. L'institution étant fermée, c'était très compliqué de recevoir ces candidatures. Et comme l'écolage aussi, c'est un écolage un peu particulier puisque le travail n'est pas le même que d'habitude. Donc, que le personnel manque sur le terrain et où pratiquement, j'avais pratiquement ma responsable qui faisait un mi-temps de son horaire pour travailler sur les horaires parce que tous les jours, il y avait des certificats qui tombaient. Tous les jours, il fallait remodifier, rappeler du personnel, changer l'horaire, etc., remodifier l'organisation parce que, et ça, c'est vrai que c'était très, très lourd à un certain moment. En tout cas, quand on a été touché par ce Covid, c'était une période très difficile. Monsieur Ska, vous avez également engagé du personnel pour suppléer à du manque chez vous? Oui, on a dû engager du personnel parce qu'on n'avait pas le choix. On devait augmenter un petit peu la capacité de nos travailleurs pour pouvoir subvenir à tous les besoins. Et donc, c'est vrai qu'engager, on n'avait pas le temps de se retourner. Donc, les choix, c'est peut-être pas des choix que l'on aurait fait, je vais dire, dans une période plus calme. D'accord. Merci bien.
on l'a déjà abordé, les contacts avec vos résidents, M. Ska, d'une part, les contacts avec les enfants, c'est peut-être parfois un peu plus difficile aussi d'avoir un retour de leur part, mais on l'a déjà un peu évoqué aussi, mais comment cela s'est-il organisé pratiquement? Est-ce que vous avez été confronté vraiment à beaucoup de difficultés, à un manque de compréhension? On l'a déjà souligné une fois, mais je voudrais bien vous réentendre l'un et l'autre là-dessus. Peut-être Monsieur Ska à ce propos-là. Ben oui, c'est vrai que la difficulté, elle était présente. Maintenant, bon, pour les résidents, on a 95 résidents. La majorité, évidemment, pouvaient comprendre la situation et avaient peur aussi pour eux et même pour leurs enfants. Mais donc là, on a très vite organisé des petites animations individuelles. Et lors de ces animations individuelles, on essayait de rassurer, on parlait évidemment du Covid, de la pandémie et de tout ce qui était mis en place. Maintenant, on a aussi des résidents qui ont des troubles cognitifs. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, de faire comprendre les choses. Ils oublient, ils comprennent peut-être pas, certains comprennent, et puis une heure après, on a oublié le pourquoi des choses, ou certains ne comprennent de toute manière pas. Alors, quand il s'agit de confiner dans une chambre, ça devient très compliqué pour le résident de ne pas pouvoir sortir de sa chambre librement. Et humainement, que ce soit pour le résident ou pour le personnel, excusez-moi, que ce soit les aléas du direct. Oui, oui, tout à fait. Pour le résident et le personnel, c'est très difficile de travailler et de faire, enfin, de voir quasi enfermer un résident dans sa chambre. C'est vraiment très compliqué. Donc là, il faut d'autant plus avoir un nombre suffisant de personnel pour pouvoir intervenir dans des cas critiques comme ceux-là, parce qu'on ne voulait pas laisser le résident seul. Mais quand on a plus de 30% du personnel qui ment, à l'appel pour des raisons bien tout à fait logiques, hein, mais il faut compenser tout ça, c'est assez compliqué. Quand vous parlez de 30% de personnel qui manquait à l'appel, c'était ici lors de la deuxième vague alors? Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Et tiens, est-ce que vous avez utilisé aussi des moyens de communication à distance? Oui, évidemment, oui. les résidents qui avaient la possibilité de les utiliser, en tout cas. Oui, oui, on a utilisé l'appel vidéo. Donc on avait déjà quelques tablettes et puis on a fait l'acquisition de tablettes supplémentaires. On était pratiquement à 7-8 tablettes au total. Et donc on essayait de faire un maximum d'appels vidéo. Mais de nouveau, on touche des résidents, je veux dire, qui n'ont aucun trouble cognitif. Maintenant, pour les autres, de nouveau, l'appel vidéo, c'est difficile. Puis, il y a aussi beaucoup de résidents qui ont des problèmes auditifs. Et l'appel vidéo est encore plus compliqué parce qu'ils voient leur famille, mais ils ne savent pas entendre, ils ne savent pas toucher. Et donc, là, le manque est parfois encore plus difficile. Alors. D'accord. Merci. Madame Médard, par rapport aux enfants, là, on avait déjà évoqué aussi quelques points avec vous, notamment la difficulté de communication avec le masque. Mais je suppose que d'autres soucis vraiment liés à ces enfants sont émergés. D'abord, expliquer, donc trouver les bons mots de ce cocovirus, comme on l'appelait, expliquer aux enfants pourquoi papa et maman ne peuvent plus venir, pourquoi ils ne peuvent plus aller à l'école. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir à l'intérieur de la maison une équipe de psychologues qui a pu soutenir les puéricultrices à mettre des mots là-dessus. Il y a aussi des petits prospectus, des petits livres qui nous ont permis également d'aborder ce virus. Les enfants ont été vraiment privés de beaucoup de choses,
d'abord de leurs parents, bien sûr, mais aussi les enfants qui étaient en thérapie. C'était des thérapies qui ont dû être interrompues ou simplement par téléphone parfois, par des échanges de dessins, d'encouragement. Donc, et oui, ils ont été privés de ces soins-là pendant quand même plusieurs semaines. Et nous avons mis également en place, de fait, une communication différente avec papa-maman, par vidéo, par téléphone, par l'envoi de dessins, par la réception d'un petit cadeau. Donc, il a vraiment fallu communiquer autrement. Alors, pour les enfants qui sont en âge de comprendre et qui comprennent les mots, par contre, pour les tout petits, c'était un peu plus délicat. Et donc, là, c'était plutôt le parent qui se mettait en rapport avec nous ou nous avec eux pour leur expliquer tous les petits progrès que leur enfant avait fait, s'il avait passé une bonne journée, bien mangé, bien dormi, enfin voilà, des petites questions importantes pour les parents. Et donc, oui, on a établi une communication différente pour que ces parents aient accès au quotidien de leur enfant. Mais ça a été une période quand même dure. Mais je dois quand même préciser que les enfants, en fait, ils ont vécu une période beaucoup plus calme. On les a sentis quand même plus apaisés. On s'est rendu compte que peut-être qu'aller à l'école tous les jours n'était pas aussi facile que ça. Ça apportait du plaisir, mais parfois aussi de l'anxiété. Et donc, on a vu des enfants s'apaiser durant cette période. N'empêche que pour les grands, quand ils étaient confinés, par exemple, quand il y avait un enfant malade et qu'on ne savait pas, ou un membre du personnel où on ne savait pas, eh bien, par précaution, ces enfants étaient confinés. Et là, ça a été vraiment très dur pour certains groupes parce que, imaginez-vous, 8 enfants qui ne peuvent pas être mélangés aux autres qui jouent dans la cour. C'était des périodes franchement très, très difficiles à assimiler pour eux et pour le personnel, naturellement, qui les prenait en charge. Comment expliquer que oui, tu ne peux pas les rouler en vélo parce que le groupe d'à côté est dans la cour, donc vous ne pouvez pas vous croiser. Donc oui, c'était des périodes difficiles pour eux. D'accord. Peut-être pour être plus précis, vous accueillez des enfants entre quel âge et quel âge, madame? Entre 0 et 7 ans. 0 et 7 ans, d'accord. Oui, 64. Ok, merci. Alors, maintenant, peut-être une question pour terminer ce double entretien, je dirais. C'est la question des enseignements que l'on peut retirer de ces premiers mois, de ces 10 à 12 premiers mois de crise, je dirais, tant chez l'un que chez l'autre. Qu'est-ce que vous en diriez? Peut-être Madame Médard? Oui, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que toute crise entraîne des modifications, des réajustements, mais là aussi cet avantage de nous remettre au travail et nous amène parfois à de la créativité, mais c'est aussi une crise épuisante parce qu'elle est sur la longueur et que c'est loin d'être fini. Et donc, on est parfois, c'est en fait des émotions un petit peu en dents de scie. Parfois, on est reboosté, et puis à d'autres moments, on est découragé. On se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? Donc, oui, des émotions très contradictoires, même si je veux terminer par une note positive. Hein, elle nous a amené quand même à fonctionner différemment, à voir les choses différemment. Sur le plan personnel aussi, je peux dire que je suis pas la même, je suis plus la même, je vois les choses différemment. Et donc, je suppose que le personnel également voit les choses différemment. Mais j'ai observé aussi une très belle solidarité, très, très belle solidarité. Des adultes apaisés aussi, malgré cette grande difficulté, mais des découragements quand même qui nécessitent vraiment un soutien important. Et Voilà. chez vous, Monsieur Ska? Si je dois retenir quelque chose, je pense que c'est la solidarité des équipes et je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir vraiment une équipe de choc.
qui a répondu à l'attente et qui, par cette solidarité, cette collaboration entre services, qui peut-être était plus difficile avant, mais pendant la période que l'on a connue, était plus présente, s'est renforcée. Et je pense que voilà, c'est le côté positif de cette crise. Et comme l'a dit Madame Médard, on a dû réapprendre et redécouvrir peut-être certains aspects qui étaient peut-être, je vais dire, pour nous moins importants pendant je vais dire, la vie normale, mais qui maintenant prend une importance qu'on ne négligera plus après. Eh bien, parfait. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses éventuellement à ajouter ou à partager, à mettre en avant. Non. Des manques importants au quotidien, c'est bête à dire, mais par exemple, manger ensemble. Ah là là, qu'est-ce que ça nous manque de partager un repas, de ne pas tout de suite enfiler son masque dès qu'on a terminé de manger. La fête du personnel, combien on ne se rendait pas compte combien c'était important. Donc c'est vrai qu'il y a des manques, on se réjouit de pouvoir vivre autrement.